Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Booktube, c'est-à-dire d'avis de romans sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler du tome 2 de la trilogie Le sang des dieux et des rois d'Eleanor Herman. J'avais déjà fait une vidéo sur le tome 1 de cette trilogie, donc je vous mettrai ça en barre d'infos et commentaires épinglés. Et dans le petit i, vous verrez le lien vers ma playlist de vidéos Booktube et aussi vers le tome 1 de cette trilogie. Donc comme toujours avec moi, je vais commencer par vous lire le résumé de ce roman, puis je vous lirai quelques pages de celui-ci avant de vous donner mon avis dessus. Si vous ne souhaitez pas en savoir trop sur le tome 1, je vous déconseille de regarder cette deuxième vidéo puisqu'il y a forcément des éléments de l'intrigue qui vont être révélés au cours de cette deuxième vidéo. Magie sanguinaire, amour interdite et soif de vengeance, ni les dieux ni les rois ne sont à l'abri de la folie des hommes. Sorti victorieux de sa première bataille, le prince Alexandre se fait violence pour devenir le chef dont ce royaume a besoin. Héphaïstion, temporairement écarté du pouvoir et envoyé en Égypte avec Katrina, doit la protéger d'une terrible prophétie. Déterminé à faire une croix sur son premier amour, Jacob le guerrier s'est promis d'éradiquer la magie de sang et cherche l'aide de Sinané qui croupit dans les geôles royales. La princesse persane Sophia, enfin, qui poursuit sa quête des dévoreurs d'âmes, devra d'abord démêler les noirs secrets de son séduisant mais funeste ravisseur. Alors là, on nous révèle pas l'intrigue. Là, les geôles royales, c'est faux. Là, on nous révèle un truc qui se passe après la moitié du roman. Et là, pareil. Donc bon, encore un résumé assez douteux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça, je crois que je le dis une vidéo sur deux maintenant. Alors, lisons ensemble quelques pages du roman pour que vous puissiez voir comment il est écrit. Et s'il vous plaît. Olympias, reine de Macédoine et mère d'Alexandre, le prince régent, avance sous le feuillage qui bruisse. Transportée par le vent, le tintement des clochettes et des cymbales parvient à ses oreilles. Elle sait qu'elle touche au but. Malgré ses jambes courbaturées et la douleur sourde causée par les longues heures passées en selle, elle chemine entre les arbres du sentier sacré, dont l'accès est interdit aux chevaux. Elle vient chercher des réponses. La route débouche dans une clairière sur laquelle s'élève le chêne vénérable, plusieurs fois centenaire, qui existait déjà à l'époque où Troie n'était plus qu'un tas de cendres. Des branches aussi épaisses qu'un torse humain reposent sur la mousse, grise et tordue, puis se recourbent vers le ciel. Le temps est à l'orage. Olympias sent des gouttes de sueur lui chatouiller la nuque. Son chignon s'est défait, et ses longs cheveux aux reflets argentés volent sur ses épaules, un plaisir presque sensuel qui lui rappelle l'insouciance de sa jeunesse. Il y a une éternité, par un après-midi d'été en tout point semblable à celui-ci, saturé de chants d'oiseaux et de soleil, Olympias avait retrouvé son amant au pied de ce chêne et il l'avait prise dans ses bras puissants, sous ce feuillage parcouru de chuchotements. À l'époque, son cœur, débordant d'amour, l'avait convaincue qu'elle percevait la présence de la déesse qui, d'après la croyance populaire, avait choisi cet arbre comme logis. À présent, son cœur n'est plus qu'un tambour qui marque les heures, les mois, les années cachées. Le néant de sa vie la ronge de l'intérieur, comme l'arsenic qu'elle craint d'absorber depuis le jour de son couronnement. Car nul n'ignore que l'arsenic, le roi des poisons, est aussi celui des rois et des reines.
maison du potier détruite par les flammes 3 jours plus tôt. Ses gardes traînaient dans la cour, tous les membres de sa famille, malgré leurs supplications. Cela a étanché sa soif quelques heures, mais le brasier de la vengeance s'est vite mué en cendres froides. Minée par le mécontentement, elle enjambe les branches et pénètre dans le sanctuaire. Sous la ramure, elle s'imagine qu'elle explore les pièces en enfilade d'une villa spacieuse, aussi vaste que déserte, cloisonnée par des rideaux de verdure. Une lumière dorée se déverse sur ses épaules. Arrivée au pied du chêne, elle passe la main sur l'écorce rugueuse. Combien de guerriers faudrait-il pour en faire le tour, les bras écartés? 12, 15. Une voix d'homme la fait sursauter. « J'ai bien reçu votre message, ma reine. » Le seigneur Bastien surgit dans son champ de vision et la salue d'une révérence qui se veut ironique, beaucoup trop raide. Olympias se laisse instantanément envoûter par son regard intense, mais elle est déçue qu'il ne porte pas son uniforme de cuir noir et son casque à cornes. Petite consolation, sa tunique met sa musculature en valeur. Il est bien bâti et ses cheveux ondulés encadrent un beau visage. Olympias teste de l'index la pointe de la dague cachée dans un repli de sa cape. « Tu as survécu à la bataille, » déclare-t-elle d'une voix qui indique qu'elle n'acceptera aucune insolence de sa part. « Les gardes m'ont rapporté que mon fils a fait des merveilles dans son uniforme de général. » La cicatrice qui part la joue du seigneur Hésarien frémit à peine. Oui, Alexandre a impressionné tout le monde, assurément. Mais je doute qu'il ait pu remporter la victoire sans l'aide de cette fille. Cette fille, la paysanne. Olympias devrait n'éprouver que de la reconnaissance envers Katrina qui a sauvé la vie du prince. Mais elle sent monter en elle une colère dévorante. D'après mes messagers, cette petite intrigante aurait lancé à l'aide d'une catapulte des amphores remplis de scorpions et de serpents sur ton armée. Elle aurait aussi lâché le griffe. Bastien tressaille et, de la main, implore Olympias de ne pas en dire plus. Ne parlons plus de ce fiasco, voulez-vous? Les seigneurs ont subi une cuisante défaite. Malgré notre indéniable supériorité en nombre et en force, nous avons été humiliés par un chef sans expérience et par une gamine armée de casseroles. Avançant d'un pas, il se rapproche d'Olympias qui sent son haleine sur son front. « Où avez-vous disparu ces derniers jours ?» demande alors Bastien. « Nos espions nous ont signalé que vous avez quitté le palais avant la bataille. » Le cœur d'Olympias s'emballe. Bastien n'est pas seulement jeune, beau et bien découplé, au contraire de Philippe. Ce qui l'attire irrésistiblement chez lui, c'est l'aura de danger qui l'entoure. Elle la grise aussi sûrement qu'un parfum d'Égypte. Alors, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce roman. Eh bien, je l'ai moyennement aimé. J'avais trouvé le tome 1 assez original, chose qui forcément n'est plus trop le cas ici, puisque c'est la suite. Donc, autant le tome 1 m'avait surprise par son ton, par sa localisation, tout ça, autant celui-là ne me surprend plus. Et je l'ai trouvé au contraire un peu long. On n'a que très peu de révélations dans ce tome et elles mettent vraiment beaucoup de temps à arriver. Ce que j'ai trouvé assez dommage, parce que voilà, on nous fait miroiter beaucoup de secrets, mais ils sont très longs, trop longs à être révélés. J'ai trouvé que les différents personnages n'évoluaient pas forcément de manière cohérente. Héphaestion qui tombe sous le charme de Katrina, bon après tout, pourquoi pas. Mais lui, il grandit toujours pas et il reste assez bébé, ce que je trouve vraiment dommage.
Ensuite, Katrina, c'est pareil. J'ai l'impression que elle se fait plus du tout confiance. Et c'est assez paradoxal par rapport au premier tome où elle était très dans la vengeance, etc. Là, plus rien. Donc voilà, ça m'a paru un peu inhabituel. Alexandre, par contre, évolue. Pas toujours dans le bon sens, mais au moins il y a une progression. Sophia, je la trouve ultra caricaturale dans son délire d'amour là. Elle, plus ça va, plus elle m'énerve. Et plus je trouve qu'elle sert à rien malheureusement, parce qu'il se passe rien de rien dans ces histoires à elle. Donc franchement, je me reconnais mais pas du tout dedans. Et elle m'a plus gonflé qu'autre chose. Et Jacob, lui par contre, paraît plus crédible dans son désir de vouloir d'un côté être avec les seigneurs isariens, d'un autre côté être avec la Macédoine, d'un côté vouloir récupérer Katrina, de l'autre côté pas du tout. Ça j'ai trouvé plus intéressant. Sinane, je sais pas trop, parce que elle, tout est fait pour qu'on la déteste, mais en même temps son personnage reste intéressant parce que inhabituel. Donc je sais pas trop quoi en penser. Alors dans ce tome 2, comme je disais, il se passe pas non plus des tonnes de trucs. Et il y a beaucoup de passages qui m'ont semblé longuets. Alors autant d'habitude, je reproche au livre de pas assez montrer de description et de pas assez chercher à approfondir des petits détails. Autant là, c'est l'inverse. Je trouve qu'il y a trop de blabla qui sert à rien et pas assez d'action, pas assez de détails. Et certes, les personnages ont essayé d'être approfondis, mais comme je trouve qu'ils sont assez caricaturaux, enfin dans le sens où c'est clairement des personnages de roman, quoi. C'est pas des personnages qui semblent être réels. Et du coup ça m'a quand même assez déçu. Est-ce que je vais quand même lire le tome 3 le jour où les bibliothèques vont rouvrir et qu'on pourra retourner dedans? J'essaierai quand même de prendre le tome 3 et de le lire. Après, est-ce que j'en attends beaucoup de choses? Non. Clairement, non, pas du tout. Même si je pense que, comme un certain nombre de trilogies, tous les événements un peu intéressants ont été condensés dans le tome 3 au lieu d'être répartis dans les 3 tomes. Donc, écoutez, voilà pour mon avis. Ce livre est fait pour les adolescentes de 15-20 ans. Bon, 20 ans, t'es peut-être plus une adolescente, mais vous voyez ce que je veux dire. Adolescente, jeune adulte. Moi, je crois que je suis trop vieille et j'ai lu trop de romans pour être vraiment passionnée par celui-là. Et plus jeune, avec toutes les histoires de SEXE sous-entendu, plus un certain nombre de morts et tout ça qui sont quand même assez... et de torture, qui sont quand même pas jolies. Je pense que plus jeune, ce serait trop jeune. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve vendredi pour une vidéo de lecture de romans avec Jane Eyre. Et lundi prochain pour une nouvelle vidéo Booktube sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.